Vous avez vu la photo de Nicolas Sarkozy, j'ai dit, waouh, Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans de prison, il a décidé de faire appel et il dit, j'irai en prison avec la tête haute. C'est ce qu'il a dit, je dormirai en prison avec la tête haute. Et dans ses propos, il a dit, ce n'est pas moi que vous tentez d'humilier, c'est la France que vous avez humiliée. Cela ne vous dit rien? Un certain Keïta, cela ne vous dit rien, un certain Keïta qui a parlé de l'humiliation de Nicolas Sarkozy? Cela ne vous rappelle pas un certain Keïta qui a dit que Dieu va frapper aux alentours de Ouattara avant d'humilier Ouattara? Ça ne fait que commencer. Oh, qu'est-ce que cela peut avoir avec nous? Nous, on est en Côte d'Ivoire. Nicolas, il a quoi à voir avec nous? Rien du tout. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ça n'a rien à voir avec vous. Asseyez-vous et attendez. Si ça a quelque chose à voir avec vous, vous allez le savoir. Si ça n'a rien à voir avec vous, vous allez le savoir. Moi, je vous montre la lune. Vous regardez le doigt. Vous ne regardez pas le message. C'est le messager que vous détestez. Alhamdulillah. Continuez. Il n'y a aucun problème. Nous, on parle. Et puis, on continue notre route. Alors, ceci dit, les pays de l'AES ont décidé de prendre véritablement leur souveraineté entre les mains. La souveraineté, ce n'est pas seulement dire je suis indépendant. Dans tous les cas, je le dis, je le répète, il n'y a aucun pays au monde qui est indépendant. C'est un lapsus, c'est une erreur non, ça n'a rien à voir avec la démocratie, peut-être un peu de démocratie, mais c'est une bavure diplomatique, c'est une bêtise internationale de dire que nous sommes indépendants. Aucun pays au monde n'est indépendant. Et Keïta va insister, personne au monde ne pourra prouver que Keïta a tort. Je suis d'accord et je parlerai toujours de souveraineté. Ça, c'est indéniable. Même le pays le plus soumis au monde a sa légitimité, a sa souveraineté. Ça, c'est quelque chose qu'on ne donne pas. C'est quelque chose qu'on est avec, on préserve, on se bat pour le conserver. Mais l'indépendance, on a dit ça pour blaguer les Africains. Ils sont tombés dedans. Quand c'est eux, ils parlent de révolution. Quand c'est les Noirs, on dit indépendance. Eh, Africains, eh, Allah, subhanallah, eh, Allah, Keïta, qu'est-ce que tu viens de dire encore? Oh, oh, Keïta n'a rien dit, oh. On parle de la révolution, la guerre de sécession aux États-Unis, on parle des révolutions industrielles, on parle des révolutions politiques en Europe, mais c'est chez les Africains, on dit indépendance. Subhanallah. Et puis des Africains sont allés à l'école, ils disent, ils ont appris sur l'école des Blancs, dans l'école des Blancs, pardon, sur le banc des Blancs, ils viennent dire indépendance. Indépendance. Arrêtez de vous blaguer vous-même. Montrez-moi un seul pays au monde qui est indépendant. D'accord. Le détroit d'Ormuz, quand le Parlement iranien a décidé de voter pour la fermeture du détroit, vous avez vu comment les marchés mondiaux ont commencé à trembler. Si l'Iran mettait ça à exécution, le monde serait en genoux économiquement. Donc, un pays sous sanction décide de sanctionner le monde entier. Alors, dites-moi, en quoi est-ce que les pays sont indépendants si un seul pays dit non? Dites-moi, en quoi est-ce que les Américains se lèvent et puis imposent des tarifs douaniers à d'autres pays jusqu'à hauteur de 150%, 100%, 20%, 50%, s'il y avait une indépendance? Dites-moi. Et puis, il y en a qui demandent pardon. D'autres répondent par la réciprocité. Montrez-moi l'indépendance, s'il vous plaît, s'il y en a.
Il n'y en a pas. Le Nigeria, par rapport à Dangote dit, je vais rendre le Nigeria autonome, pas indépendant, autonome. Les compagnies occidentales qui ont des traites au Nigeria commencent à injecter de l'argent et les idiots se lèvent et Tinubu qui passe toute sa vie à dormir, on le fait signer des documents dont il comprenait. Et puis il veut l'attaquer, M. Dangote, qui a mis en place la plus grande raffinerie en Afrique et parmi les 3 plus grandes dans le monde. On refuse même de lui vendre le pétrole nigérian. Il est obligé d'acheter le pétrole ailleurs, en plus des propres puits qu'il a, pour que sa raffinerie puisse tourner au moins à 70%, voire entre 30, 45, bon, il n'a même pas encore atteint les 50%, il n'a pas encore. Il est encore très loin parce qu'il n'a pas suffisamment de carburant. On refuse de lui vendre le carburant. Enfin, pas le safran, le pétrole. Il est obligé d'aller acheter ailleurs pour venir raffiner au Nigeria. Et encore vendre moins cher que Total, que Shell, que tout ce que vous connaissez. Parce que ceux-là sentaient leurs intérêts. Non. Alors, quand bien même que nous sommes le continent qui détient plus de 90% des réserves mondiales dans bien de domaines, nous sommes les derniers à avoir la technologie nécessaire pour les transformer. Donc nous disposons des ressources, mais on n'a aucune technologie. Et eux, ils ont leur technologie, ils nous imposent. Et puis on n'a pas encore compris que sans nous, ça ne va pas marcher chez eux. Ça va pas marcher chez eux. Mais il faut des présidents vendus, voleurs, assassins, criminels comme Ouattara pour faire ça. Mais il n'est pas le seul. Je suis en train de vous permettre de vous installer. Soyez certains, ils ont commencé à serrer Keïta. Je vous ai appris, comme ils ne peuvent pas bloquer mon compte pour le moment, ils ont commencé à serrer. Mais j'ai toujours dit, c'est vous qui pouvez casser la baraque. C'est vous qui pouvez faire exploser les choses, pas moi, mais vous. Parce que j'ai eu l'intelligence de parler de la famille présidentielle. Il ne faut pas parler d'eux. Mais Louis, l'un des enfants de Dominique Ouattara, avec son premier mari, celui qui est dans le négoce du café et du cacao, il n'est pas dans le négoce, il est dans l'exportation même. Alors, je vais vous poser une seule question, ivoirienne. Vous croyez que Ouattara va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des industries de transformation du café et du cacao, sachant bien que son beau-fils est le numéro 1 qui exporte le café et le cacao des Ivoiriens à un bas prix pour s'enrichir. Alors, Dieu a frappé le fils de Dominique, mais beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas au courant. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas au courant. Je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, en 2023, je crois, sa société avait tellement volé les Ivoiriens. Vous vous rappelez de cette période où ils avaient dit les cours du cacao avaient chuté. Le petit avait rempli ses magasins et puis il attendait. Donc, il était en collaboration avec une maison de placement à Londres. Ils ont tapé le petit, je crois, 300 à 600 millions d'euros, quelque chose comme ça. Il allait la porter plainte. Je crois qu'il allait à Londres. Non, il allait, je ne sais pas où d'abord il allait la porter plainte. Ils ont dit, on est désolé, Folorou, c'est ça. On dit, lui, Folorou, on est désolé. Il a perdu le procès. Il n'est pas content. Il allait porter encore plainte. Et la condamnation, enfin, l'acquittement, pardon, a été confirmé. Et il a perdu, je crois, 300 et quelques millions. Plus de 300. Enfin, moi, je prends entre 300 et à peu près, ça ne vaut pas 600, je crois. C'est 300 millions d'euros. Il a perdu ça. Donc, calculer, ça fait combien de milliards en francs CFA? Ça n'a pas fait de vague. Il a perdu. Zéro, même un centime, il n'a pas gagné dans le procès. Loïc, merci beaucoup pour le nom. C'est important pour nous
Facebook, peut-être que vous faites des commentaires, mais pour le moment, je ne vois pas vos commentaires. Ce n'est pas fermé, mais ce n'est pas moi. Je n'ai rien touché. Vos commentaires n'apparaissent pas. Bon, si vous êtes tellement fan des commentaires, je vous en prie, venez sur YouTube, vous pouvez faire le commentaire. Sinon, pour le moment, je ne vois rien là-bas. C'est pas ma faute. Donc, Loïc Foloro, merci beaucoup les gars. Donc, alors c'est lui qui allume les Ivoiriens, qui vole les Ivoiriens, qui dépouille nos planteurs de leur dur labeur et on leur vend à un vil prix, ils achètent à un vil prix et ils vont vendre sur le marché de Londres à un prix élevé. Et c'est le monsieur qui dit, je fais ça, je fais ça. C'est pourquoi Alassane Ouattara ne construira jamais d'entreprise digne de ce nom, capable de transformer le café et le cacao en Côte d'Ivoire. Le faisant, il ne gagne rien parce que sa femme et son fils ne gagneront rien dedans. Je répète, sa femme et son fils ne gagneront rien. Parce que quand il achète à 300 francs le kilo et qu'il va vendre le même kilo à 5000 francs, à 3000 francs sur le marché international, imaginez combien il gagne. Et vous croyez qu'il va accepter qu'on construise une entreprise parce que là, les Ivoiriens ne vont pas chercher. Alors, c'est une des raisons que j'ai voulu planter comme décor avant de commencer mon tiré. Pourquoi les Ivoiriens doivent chasser Alassane Ouattara du pouvoir? À cause du café et du cacao, ça c'est le premier point. Tant que la Côte d'Ivoire ne comprendra pas ou n'enclenchera pas son processus d'industrialisation, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais payer ses dettes. Et les jeunes en Côte d'Ivoire, malgré le mensonge qu'on pond comme communiqué politique, rien ne sera fait parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Refuser d'industrialiser la Côte d'Ivoire, c'est pénaliser la Côte d'Ivoire. Alors, je continue. Je n'ai pas encore fini. Regardez le capitaine. J'ai mis une parenthèse. J'ai vu je crois que c'est une Camerounaise, je ne sais pas trop, il y a d'autres Camerounaises là-dedans. J'ai suivi une de ses interventions où elle maudissait et clarifiait la position de Dieu par rapport à Makosso. Et je viens de voir aussi que ce petit idiot, il paraît qu'il a volé aussi 4 des journalistes. Oh, bon. Les journalistes aussi ont produit un communiqué. Je sais pas, c'est grave. Bon, anyway, on n'a qu'à arrêter là, puis bon. Alors, le capitaine Ibrahim a décidé d'industrialiser le Burkina. C'est la seule voie pour que le Burkina s'en sorte. Et contrairement à ce que beaucoup d'analphabètes croient au Mali, je ne dis pas que tout le monde, mais il y a tellement d'analphabètes dans notre grand pays que souvent le français que j'utilise semble trop sophistiqué et ils prennent le raccourci et déforment ce que je dis. Ce que j'ai toujours dit, voilà aujourd'hui nos autorités au sein de l'AES qui sont en train de confirmer, ils n'ont pas seulement confirmé par des gestes, mais des faits sont là. Les ministres de l'Agriculture étaient récemment au Mali pour travailler. Et écoutez bien sur quoi ils travaillent. Travailler sur les capacités des uns et des autres. En d'autres termes, si le Niger devient autosuffisant et produit beaucoup de riz, et que le Mali continue d'aller importer à l'extérieur, le Niger viendra vendre son riz au Mali. Alors, qui va laisser le riz de 5 000 francs pour aller acheter un sac de riz à 17 000 ou à 30 000? Vous n'en trouverez pas. Si le Burkina finit, l'année prochaine, le Burkina va commencer à transformer son blé. Et si le blé transformé est largement suffisant pour le Burkina et que le Burkina peut vendre le surplus au sein de l'AES, qui va dire au Burkina de ne pas vendre son blé, son farine de blé? Ou on dit quoi? Farine, une farine c'est ça, sa farine de blé. Vous connaissez mal Keïta.
Il dit le jour il est content, il parle bien. Le jour il n'est pas content, il casse tout. Que ce soit la farine ou le, je m'en fous éperdument. On continue. L'essentiel, vous comprenez le sens du message. Donc, quand le Burkina va transformer son blé en farine, et que c'est largement suffisant, vous croyez que le surplus sera vendu où? Au Niger et au Mali. Donc, quand nous parlons, parce que demain, croyez-moi ou pas, je voudrais que certaines des vidéos, certaines des interventions, je voudrais que les Maliens les gardent comme archives. Parce que ça va sortir. Quand j'ai interpellé longtemps les Maliens, est-ce qu'on m'a écouté? On dit, eh, toi, faut être là. D'accord. Et vous avez vu, le ministre de l'Agriculture était ici au Mali. Travailler. Parce que l'importation de n'importe quoi, on va arrêter. Même la friperie, ils vont arrêter comme au Burkina. Si le Burkina commence à produire beaucoup de voitures électriques, figurez-vous que c'est vendu à un prix bas. Mais les voitures de deuxième main que nous allons chercher, parce que jusque-là, les gens qui vont acheter les voitures de deuxième main au Mali, ils n'ont pas compris la nécessité de dire on peut se mettre ensemble pour créer une entreprise d'importation de véhicules. Et ils ne le font pas. Ils peuvent trouver une solution comme le Burkina l'a fait, mais c'est pas à ça ils pensent. Hein. Eux, dans leur tête, tant que ça marche pour eux, ils font toujours la même chose. Il y a des gens qui sont dans l'importation du riz, le sucre, tout ça, ça fait 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas changé. Hein. Alors que c'est des gens qui auraient pu construire une entreprise de transformation de la canne à sucre pour avoir le sucre au Mali. Mais on va toujours... Mais le jour que les autres vont commencer à produire suffisamment de sucre et puis venir vendre au Mali, est-ce que vous allez dire non, il faut au président Goïta? Alors, parce que là, quand ils viennent vendre, ce n'est pas l'intérêt de 2-3 personnes que le président Assimi Goïta regarde. Quelle sera, la répercussion sur l'ensemble des Maliens? Le kilo de sucre, on va vous dire acheter ça à 125. Et vous allez laisser ça pour aller acheter kilo de sucre à 500 francs. Pourquoi? Parce que ça va arriver. Nous, on est ce qu'on appelle whistleblower, ce qu'on appelle en français banal, lanceur d'alerte. Et il y a des petits idiots qui ont trouvé la technique d'aller influencer. Moi, je n'influence rien. Moi, j'informe. Je n'influence personne. Je dis. Alors donc, ça va arriver. Et personne ne va interdire. Personne ne pourra. Parce que ça fait partie des clauses de l'AES. Et vous avez vu qu'on est en train de mettre en place l'Assemblée législative de l'AES, c'est-à-dire le Parlement de l'AES. Mais quand le Parlement de l'AES sera mis en place, il y a beaucoup de documents qui seront il y a beaucoup de décisions que ce Parlement va prendre au nom des peuples de l'AES. La libre circulation, le libre marché, toutes ces choses-là. Et pour le moment, au Mali, vous ne voyez même pas les gens dire, non. Chacun fait son petit chose sur les réseaux. On n'a qu'à parler de lui. Et on est encore à ce niveau. Pendant qu'au Burkina, il y a un seul homme qui a implanté une compagnie aérienne. Avant l'État lui-même, puisque l'État a lancé la compagnie burkinabé. Il y a un seul individu qui a lancé une voiture, sa compagnie de voitures électriques au Burkina. Moi, je souhaiterais que chaque fois qu'on ouvre une entreprise assez importante au Burkina, que les gens cherchent à s'implanter au sein de ce marché commun là de l'AES. On peut venir vendre ce véhicule électrique du Burkina au Mali, on peut le vendre au Niger. Si le prix est abordable, la compagnie n'a qu'à signer un protocole avec une banque de la place. On peut faire le même système que les Occidentaux. Tu prends la voiture à crédit et puis on prélève sur ton salaire sur un certain temps. C'est des choses qui peuvent se faire. Et moi, je souhaite que les gens travaillent dans ce sens parce que c'est dans l'intérêt des peuples, attention, que l'AES a été créé. Ce n'est pas dans l'intérêt d'un individu, 2, 3, 4 individus. Non, ce n'est pas pour eux. D'ailleurs, si c'est eux, là, ça va jamais arriver. Mais c'est dans l'intérêt des peuples de l'AES.
Et les choses vont vite. Malheureusement, chez nous ici, les gens n'ont pas encore compris. Assimi a dit pour lui, il dit, je vous laisse agir, mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, je vais demander aux autres de venir. C'est ce qu'il a dit. Vous vous rappelez quand il était à Bougouni, par rapport au lithium, il a parlé, on va vous donner, il faut que des petites entreprises maliennes puissent naître autour du site pour alimenter, c'est-à-dire qu'il faut que la fourniture en carburant, il faut que ce soit les Maliens, certaines logistiques, il faut que ce soit les Maliens. Il dit, mais si on vous donne que vous n'êtes pas en mesure, on sera obligé de demander aux gens de l'AES de venir épauler ces entreprises-là. Nous espérons que le message sera entendu et nous espérons que les choses iront mieux et nous espérons que le marché de l'AES sera pour les peuples de l'AES, pas le marché commun européen qui tue les Européens au profit des multinationales. On espère que ce ne sera pas la même chose. C'est notre souhait le plus absolu. Alors, ceci dit, l'AES, puisqu'on est sein de l'AES, a décidé de rompre avec la Cour pénale internationale que vous connaissez bien, pour des raisons que vous connaissez, cette même Cour qui n'a jamais été honnête et objective, même quand nous reconnaissons que pour Laurent Gbagbo, évidemment, la main de Dieu a agi, et toute la gloire revient au Seigneur qui a épargné la vie de Laurent Gbagbo, et Dieu a fermé le bec et le groin au mensonge. Figurez-vous, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit « Je vais vitrifier Laurent Gbagbo ». Et la justice divine a vitrifié Nicolas Sarkozy. Et une fois de plus, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ne détestez pas le messager. Écoutez le message. Nicolas Sarkozy, vous allez l'écouter pathétiquement. On va revenir à la Cour pénale. Mes parents ont venu tout gâter. Comment est-ce que j'aurai la force avec tous ceux qui sont là pour les demander encore des choses? Merci beaucoup, petit menteur manipulé. Idiot que tu es, vendu que tu es. Permettez-moi de vous ramener ici. Alors, Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que tu dis? Non, on va te ramener. On va te ramener là, Monsieur Sarkozy. Voilà, il faut parler Sarkozy. Pour trouver un financement libyen, dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Le tribunal était plus loin, en déclarant solennellement que le document Mediapart, qui était à l'origine de cette procédure, était, je cite, un faux. La justice sera toujours rendue. Le document Mediapart était un faux. Donc, sur la base du faux, mais il n'a pas compris. On ne va pas aller trop loin avec lui. Il a été mais je vais vous amener. Allez-y, regardez, je vous en prie. J'ai pas envie de faire des publicités. Mais il est arrivé un moment, il est devenu émotif. On a l'impression qu'il retenait difficilement ses larmes. C'était émotif. Il retenait difficilement ses larmes. Je vais vous laisser écouter un tout petit peu et puis revenir sur le procès de Laurent Gbagbo avant de retourner à l'AES. Écoutons. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs. Quand Dieu dit, je rendrai justice, vous êtes toujours pressé quand Keïta Cheikh Oumar parle. Always.
always. You want to see everything happen right away. God doesn't work like that. No way. My God, the God I serve, Allah, takes always his time. And the best time is the time of Allah, not any human beings. Je vous ai dit, always, always, but you are not listening. Toujours vous êtes pressé. Mais je vous en prie, écoutons entre les lignes. Il y a un message qui est adressé au président Koudou Laurent Gbagbo. Les Gbagbo, vous êtes là? Bon, je répète, hein, Facebook, je ne vois pas vos commentaires. I'm so sorry, so I'm not saying anything right here. Facebook. Donc, si vous voulez des commentaires, vous voulez que je les lise, you gotta be on YouTube. Venez là, je peux voir. Facebook, je ne vois aucun commentaire. Peut-être vous écrivez, ça défile, mais moi, je ne vois rien. Je n'ai rien fait, hein? J'ai juste fait comme d'habitude. Alrighty. Let's go. Ce message est adressé au président Koudou Laurent Gbagbo. Je répète. Ce message est adressé au président Koudou Laurent Gbagbo. Number one. Ce message est adressé à Cheikh Tidiane Thiam. Number two. Ce message est adressé à Soro Kibafore Gyo. Number three. Number four. Ce message est adressé. J'ai oublié qui là? Gbagbo Laurent 1, Soro Guillaume 2, Afin Guessan 3, Cheikh Tidiane Thiam 4. Et ce message est adressé à qui? À Toby Irie. Number 5. Et ce message, the last one, à Saleh Tiemboko. Number 6. Dieu va faire quelque chose. Ne soyez pas pressés. Something is going to happen. Something is going to happen. Vincent Toby, merci beaucoup. Vincent Toby. Quelque chose se prépare. Lorsque Dieu a frappé Israël, 7 ans de famine, 7 ans, il n'y avait pas de nourriture. 7 ans, on attend quand quelqu'un est malade, on le tue, on le prépare et on le mange en Israël. Ils allaient puiser l'eau sale pour boire. Quand Dieu a frappé Israël, 7 ans. Et un jour, le roi dit au prophète, va prier Dieu, 7 ans, on reconnaît notre tort. 7 ans, on a mal fait. On a agi contre l'Éternel. Demande qu'il nous pardonne. Écoutez bien, écoutez bien. Le prophète ayant entendu la confession du peuple à travers le roi, puisque le roi et le peuple et tous ont péché contre Dieu, il dit, je vais prier. Il demande à son serviteur, allons prier, puisque le roi ne voulait pas le laisser tranquille. Donc le roi et sa suite, ils sont allés, et le prophète et son serviteur se sont mis à une position. Il a commencé à prier. Il dit à son serviteur, va regarder, la main de Dieu est tendue. Mais les idiots, c'est pas la lune qui regarde, c'est le doigt de Keïta qui le regarde. You gotta be killing me. Vous êtes tellement pathétique que j'ai pitié de vous. Mais comme je ne le fais pas pour vous, je le fais pour le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple de l'AES. Va regarder, le serviteur va regarder au fond, il dit, je ne vois rien. On va s'arrêter là. Est-ce que vous voyez quelque chose arriver, le tsunami s'abattre sur le RHDP? Vous ne voyez pas. Adjoumani, aucun parmi vous, parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu pour lire entre les lignes. Sarkozy est un message de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? I don't believe, I don't think so. Continuons. Il ne voit pas. Alors que nous avons prié, nous avons annoncé. Il regarde, il ne voit rien. Le RHDP regarde, il n'y a rien qui se passe. Rien ne peut arriver, on est à l'aise. Et il continue de forniquer, de mentir et de commettre les incestes, l'injustice, la barbarie, la méchanceté et la corruption basse au plein. Chantal Camara dit, il n'y a rien à la maison, allons-y. Je rends un mauvais jugement et puis c'est fini.
L'homme de Dieu prie toujours, il dit une deuxième fois à son serviteur, va regarder à l'horizon. Il dit, je vois une petite boule. C'est petit comme ça, comme un petit caillou. Le petit caillou, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le petit caillou qui est à l'horizon, c'est Nicolas Sarkozy. RHDP. Écoutez, détestez, Keïta s'en fout. Si vous croyez que j'ai préparé ça, vous êtes des idiots. Keïta ne prépare jamais quelque chose. Il vient et Dieu même il parle. Le petit caillou que le serviteur a vu de loin, c'est Nicolas Sarkozy. C'est la tempête qui se prépare. Quand il a dit ça, le prophète dit au roi, va vite, sinon la pluie va t'empêcher de rentrer. Parce qu'il est venu pleurer pour qu'il pleuve un jour à l'Israël. Les Ivoiriens veulent qu'il pleuve, mais la pluie qu'ils demandent, c'est pas la pluie qui descendra du ciel. C'est la manne de Dieu. Mais cette manne de Dieu, c'est quoi? C'est la délivrance du peuple de Côte d'Ivoire, de la criminalité d'un pouvoir, de l'idiotie d'un pouvoir, de la barbarie d'un pouvoir, de la méchanceté d'un pouvoir. La manne dont le peuple de Dieu attend, c'est la délivrance. La sécheresse, c'est la sécheresse de la justice. Les Ivoiriens ont soif de justice, il n'y a pas de justice. Les Ivoiriens ont soif d'équité, il n'y a pas d'équité. Les Ivoiriens ont soif d'opportunité, il n'y a pas d'opportunité. Les Ivoiriens ont soif de voir la Côte d'Ivoire rayonner comme avant, ils ne voient rien. Les imams ont prié, les pasteurs ont prié, les évêques ont prié. Alors, Dieu envoie un petit bout, comment on appelle, une petite boule, c'est pas ça, à l'horizon. Et la petite boule de l'horizon, c'est Nicolas Sarkozy. Il va pleuvoir, peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas la pluie physique, non. Il va pleuvoir, peuple de Côte d'Ivoire. Il va pleuvoir. Nicolas Sarkozy est la petite boule que le prophète a vue de loin. Quand son serviteur lui a dit, il y a une petite boule, il est rentré. Peuple de Côte d'Ivoire, ce régime va tomber. Comprenez? Écoutons pour que vous compreniez bien. J'aurais eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que... Voilà quelqu'un qui a envoyé les F-16. Non, eux n'ont pas de F-16. C'est quel avion ils ont utilisé contre Gbagbo même. Voilà quelqu'un qui a utilisé l'OTAN. Là où il va chercher la cause de sa condamnation, il fait erreur. Maybe, peut-être que s'il fait appel, peut-être qu'il sera acquitté. Peut-être que la condamnation sera réaffirmée. Peut-être que la condamnation sera réduite. Je ne sais pas. Mais c'est le présent que nous regardons. Les Rafales, merci. Qui a demandé à l'OTAN de venir bombarder les Ivoiriens? C'est lui. Qui a rédigé la résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour en faire ce qu'on appelle une décision contraignante? C'est lui. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, vous dansez. L'ONU n'a qu'à faire 1000 tours, aller-retour en Côte d'Ivoire. Christ Yapi ne vous a pas donné le dernier kata. Ouattara a déjà trouvé le pourcentage, le taux de participation et sa victoire au premier tour. Christ Yapi ne vous a-t-il pas donné les différents taux, ce qu'il aurait gagné? Et vous croyez que Ouattara va écouter? Je vous ai dit, mes jeunes frères, je n'ai rien contre eux. Vous vous blaguez vous-même en dansant. L'ONU a fait 1000 tours. L'ONU n'a qu'à faire 1 milliard de tours en Côte d'Ivoire avant les élections. Ouattara ne fera rien. C'est les Ivoiriens qui vont changer.
seuls les Ivoiriens vont changer leur destin. Les gens ont prié. Je vais vous raconter une autre histoire de la Torah. Moïse prie, il prie. Les adversaires devant, c'est des géants. Il dit, j'ai prié, l'Éternel m'a répondu, allez-y et prenez la ville. Hey, ils disent, parti, Salana. Moïse, toi, il faut partir. Est-ce que tu as vu les gens là? Les gens là, ce sont les encagoulés de l'hôtel Sebreco. Vous avez prié, Dieu vous a entendu. On vous dit, j'attends que Laurent Gbagbo donne le feu vert. Si vous ne sortez pas, Dieu ne descendra pas pour faire ce combat. Si Dieu n'avait pas répondu à ce combat, jamais Gbagbo n'allait décider de contester la décision. Dieu a fait deux choses pour la Côte d'Ivoire en ce qui concerne Laurent Gbagbo. Il a touché le cœur de Gbagbo, qui naïvement a cru que sa décision allait empêcher une crise en Côte d'Ivoire. Il fait Alassane Ouattara candidat et la crise éclate quand même. Pourtant, il a fait ce qu'il fallait pour éviter cette crise. Il a compté sur la bonne foi et de Soro Guio et d'Alassane Ouattara. Je le dis, Soro c'est quelqu'un, je vais faire son combat. Mais là où il doit être cité, je suis désolé, je ne vais pas mentir, je ne vais pas falsifier l'histoire, je vais le citer. Même si je bats son combat. Même si je mène son combat. Soyons honnêtes. Dieu dit, j'ai entendu votre pleur, vos cris. Je vous ai livré votre ennemi. Allez-y et prenez la ville. Eh, Dieu, non, on ne peut pas, on peut pas. C'est la réponse qu'ils ont donnée à Moïse. Ouattara, Dieu a fini avec lui. Je reviens. Deux choses. La première chose, Laurent Gbagbo a fait de Ouattara candidat. La deuxième chose, c'est pourquoi je vous ai dit que je suis prêt. S'il y a un petit minable qui pense qu'il est prophète, il est pasteur, ou bien il est imam, il a fait théologie, pardon, faut venir. Quand j'ai fini de te déshabiller, là, tu vas même pas reconnaître la rue de ta mosquée ou de ton église. Dieu n'a pas établi Alassane Ouattara. Je le dis à qui veut l'entendre. Je m'en fous ce que vous leur dites. C'est le diable qui l'a établi. Si Dieu l'avait établi, il allait agir en fonction des intérêts du peuple et de la volonté de Dieu. Mais ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, la dernière fois, je vous parlais de Johnny Pacheco. Mais il y a des choses que j'ai entendues de la bouche de Johnny Pacheco qui m'ont étonné. Pas qu'il a menti. Mais comment le régime fébrile, apeuré, a menti sur Johnny. Il a brûlé maison. Il a sodomisé des enfants. Il a violé des jeunes filles. Il a fait ceci, il a fait cela. Des mensonges sur Johnny. J'ai dit, je suis pas d'accord que mon frère Johnny crie beaucoup. Mais c'est ça là. Alors, j'ai eu une amie au téléphone aux États-Unis. Je lui ai dit, Johnny s'est défendu devant la police. Parce que dans un état de droit, c'est la police qui vous écoute d'abord. Mais les bâtards du RHDP sont tellement mal placés pour comprendre ça. Regardez les chefs d'accusation. Et regardez comment Alino a été interpellé. Regardez comment Alino a été traité. Et regardez comment Alino est mort. Mais regardez comment Johnny... Alino n'était pas dans son pays d'origine. Johnny fait pire qu'Alino. Mais regardez la formule, comment Johnny... On dit, on lui notifie. Et on lui dit, voilà, quel jour tu es disponible pour venir, on va prendre ton audition. Johnny va, on lui lit les accusations du gouvernement ivoirien, et puis Johnny sort, Johnny donne sa parole. Johnny donne la version des faits. Et ce qui est malheureux, des accusations qui ne sont même pas étayées de preuves autant pour moi tangibles, c'est la crédibilité. Ah, il croyait que, en mentant ainsi, l'accusation sera tellement grave qu'on ne donnera pas le temps à Johnny de pouvoir se défendre.
tout de suite, on va le rapatrier. J'ai dit à la dame avec qui je causais hier, je dis, est-ce que tu sais qu'il n'y aura pas de procès pour Johnny? Elle dit, ah, je dis, il n'y aura pas de procès. L'État de Côte d'Ivoire va à ce procès, ils seront humiliés. Parce qu'ils n'ont aucune preuve contre Johnny. Ils ont voulu jouer, c'est-à-dire, ils mentent. Ils ont joué sur l'effet d'exagération pour que tout de suite Johnny soit mis aux arrêts et puis extradé. Mais vu que ce n'est pas le cas, ils ne viendront pas au procès. Parce que pour venir à ce procès-là, il faut venir avec des preuves. Johnny a des preuves avec lui. L'acquittement de Laurent Gbagbo à la CPI peut largement jouer en faveur de Johnny. Je vais dire une chose. Quand vous démontrez qu'un régime est un régime criminel qui ne respecte pas la loi, quand Johnny va prendre des exemples d'arrestation qui n'ont obéi à aucune procédure à la matière, conformément à la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, je vous jure que le gouvernement ivoirien va se chercher. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous voulez vous humilier? C'est ce qu'ils ont fait avec le jeune Diawara, le jeune malien, enfin le jeune Congolais d'origine malienne, Diawara. C'est l'État de Côte d'Ivoire même qui avait détourné l'argent du monsieur. On fait un procès lapidaire, on le condamne et on le bannit du territoire ivoirien. Il ne s'est pas pressé. Il allait à la cour de justice de la CEDEAO, il gagne son procès. On saisit un avion Air Ivoire ici au Mali, beaucoup d'interventions. Évidemment, comme c'est un Malien, c'était mal interprété. Il n'a pas, il est d'accord. La justice a libéré. Mais c'est après avoir parlementé avec le monsieur, au regard de du fait que à cette époque, les 49 mercenaires étaient maintenus ici. Les mercenaires de Ouattara étaient maintenus. Donc, pour ne pas jeter l'huile sur le feu, le jeune homme, il dit, allez-y. Mais il ne s'est pas précipité puisqu'il connaît les différents pays où vont la compagnie ivoirienne, Air Ivoire. L'État ivoirien est actionnaire majoritaire. Il n'a rien dit. Quand ils sont arrivés au Congo-Brazzaville, pas Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, ils ont sorti le dossier, pap, ses avocats ont mis ça sur la table, pap, la justice a bloqué l'avion. Et cette fois-ci, c'est au Congo. On dit l'avion ne bouge pas. Et l'avion est resté là. Ils disent ça ne bouge pas. L'État ivoirien étant obligé d'abord de faire un premier versement, la moitié de ce qu'il devait, et puis donner un programme de paiement pour les autres. C'était beaucoup d'argent. Le monsieur s'était endetté. Et ils ont voulu détruire la vie du monsieur. Et l'État de Côte d'Ivoire a payé jusqu'au dernier centime. Pour dire quoi? Pour dire que l'État de Côte d'Ivoire ne peut jamais gagner de procès honnête à l'international. Donc Johnny a des preuves. La condamnation de Diawara est une preuve. La condamnation de Soro-Guillaume est une preuve. La condamnation de Gbagbo Laurent est une preuve. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Toutes ces choses-là sont là. Vous croyez que la justice finlandaise va écouter la justice ivoirienne qui sait qu'il n'a jamais respecté le droit à la matière? Il a une épouse, je crois que son épouse est finlandaise, ses enfants sont finlandais. Et il croit qu'on va le rapatrier. Le cas de Gbagbo Koné n'est pas le même cas que Johnny. Johnny est bien établi, bien intégré dans la société, avec une épouse et ses enfants. Légèrement différent de mon jeune frère, Koné Gbagbo. Alors, ces choses-là sont là. Merci infiniment. Merci pour le message. Va lui dire aussi que je lui dis que je n'avais pas tous les éléments en main et que j'ai pris le temps d'écouter tout ce qu'il a dit et que ça m'a beaucoup ému. Ça, je vais être honnête. Et je dis, il faut que je sorte pour soutenir Johnny. Je ne savais pas que tous ces mensonges étaient préparés contre lui. Et ce qui est curieux, quand j'ai écouté Johnny, il dit, c'est une parenthèse, mais c'est important. C'est important. Il dit, Johnny dit, on ne m'accuse même pas d'avoir diffamé contre la première dame qui a des relations intimes avec Assalfo de Magic System. On ne m'a même pas dit que j'ai menti par rapport
à ce que Assalfo fait, comment l'argent du contribuable est mis à sa disposition. On m'a pas dit que j'ai diffamé par rapport à la Range Rover d'Adjumani à Kaditouré. Hein? Ce que Photocopie fait, ce que tous font. On m'a pas dit que j'ai diffamé, mais on vient me dire que je suis contre les homosexuels. Mais Johnny n'a jamais dit qu'il était contre les homosexuels. Et puis, des accusations souvent qu'il relève, quand vous regardez selon ce que Johnny a dit, la plupart des accusations, il était encore membre du RHDP. Que j'explique. Vous achetez un ordinateur pour quelqu'un, vous le payez à 1 million de francs CFA par mois, et c'est celui-là aujourd'hui que vous venez. Et qui diffame ici, c'est vous ou c'est Johnny? Parce que tout ce que Johnny dit, il y a une preuve qui accompagne tout ce qu'il dit. Les maisons sont là, hein. Les maisons qu'il a indexées. Ces maisons vivent. Les enfants des dignitaires du RHDP en Europe, leurs voitures sont là. Il a donné le numéro des maisons où ils vivent, le numéro des véhicules, de la plaque d'immatriculation des véhicules. Il a donné tout. Alors, de quoi? Et moi, j'aurais souhaité même que Johnny porte plainte aussi auprès de YouTube contre l'État de Côte d'Ivoire pour avoir menti, pour que son compte soit ouvert, que son compte soit accessible. Donc, Johnny, tu as tout le soutien, pas seulement de Keïta, hein, mais de ceux qui soutiennent la vérité, parce que ça, c'est des parties que beaucoup ne savaient pas, que l'État de Côte d'Ivoire est tellement désespéré qu'il devient un grotesque menteur, un pathétique manipulateur et menteur. Ça, c'est Ouattara, et ça, c'est pitoyable. C'est regrettable, c'est pitoyable. Bravo à Johnny. La justice va faire son travail. Tu diras à Johnny que après, je vais voir comment, comme j'ai beaucoup de sympathisants, j'ai beaucoup de personnes, ok, j'ai beaucoup de connexions par rapport à mes relations, je verrai dans quelle mesure je pourrais lui apporter mon aide. Mon petit, c'est pas une aide. Le mot est mal choisi. Comment je vais soutenir mon ami? Voilà. Dis-lui que mon soutien arrive parce que c'est important. C'est important. Ces mensonges-là, on n'a qu'à arrêter. Il faut que ce pays-là reste debout et que les dirigeants tombent. Ils vont tomber, ne soyez sans chose. C'était la parenthèse de Johnny. La réalité est là. Alors, je n'ai rien, je suis d'accord. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là, que je vais enlever de mon direct. Va regarder ton papa. Voilà, merci. Alors, on continue. Donc, on continue. Sarkozy dit ici, donne-moi une seconde, je fais remonter le message rapidement. Sarkozy dit, permettez, voilà, non. Sarkozy dit, il est innocent de tout. Mais le bâtard, il a oublié une chose. Qui a dit, je vais vitrifier Laurent Gbagbo? Un président légitimement élu par un peuple souverain. Et un petit s'assoit dans son bureau parce que son pays possède l'arme nucléaire et tu menaces le président d'un État. Ce qui arrive à Sarkozy, je vais vous expliquer. Raison pour laquelle j'ai dit, le prophète a prié et il a dit à son serviteur, est-ce que tu vois? Il dit, je vois une petite boule à l'horizon. Il dit, rentrez, la pluie arrive. La petite boule du prophète, c'est la décision de la Cour de justice aujourd'hui contre ce voleur de Sarkozy. Aujourd'hui, il parle d'injustice. Est-ce qu'il y a eu la justice concernant Laurent Gbagbo, concernant Tidiane Diop, concernant Soroguium, Assalé, Tobiri? Avons-nous connu la justice pour le jeune Ali Faso? Ziggy, dans quelles conditions Ziggy a-t-il été arrêté? Il y a eu la justice pour Ziggy. Sarkozy, tu payes pour les crimes commis en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tu n'as pas été condamné par rapport à la Libye. Mais on dit l'intention de vouloir commettre quelque chose. C'est que logiquement, on pourrait te relaxer. Mais pourquoi on t'a condamné?
Pour si peu, on te donne 5 ans. Pour si peu, on te donne 5 ans. Pour rien du tout, on te donne 5 ans. Ton nom est sali. J'ai dit, tu seras humilié. Tu étais pressé. Les gens étaient pressés. Je respecte beaucoup mon jeune frère Ali Pada. Eli Passafoulé, Eli Pada. Écoutez, quand les gens vous parlent, écoutez. Je n'ai pas de titre de prophète, ni de prédicateur musulman ou de pasteur. Mais quand je prêche, tu sois musulman ou chrétien, si réellement tu es inspiré par Dieu, tu ne feras que répéter ce que Keïta a dit, pas autre chose que de dire, parce que ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le dit. Si réellement tu dis, tu parles au nom de Dieu. Alors donc, je répète, Sarko, ce n'est que le début. Tu n'as pas compris quelque chose. Cette condamnation que tu appelles humiliation, tu as tenté d'humilier la Côte d'Ivoire. Tu as tué Sarkozy, une amie à moi. Keïta, comment il a tué ton ami? J'ai expliqué cette histoire. Un de mes meilleurs amis, il a répondu à un appel d'offres. Il m'a dit, Keïta, ça fait longtemps que je n'étais pas rentré en Côte d'Ivoire, je vais aller en Côte d'Ivoire voir mon papa, il n'y a pas de problème. Avant d'aller, voilà ce que je vais te demander qu'il faut faire. Parce qu'il me respectait beaucoup et il avait foi, parce que j'avais cette connexion avec Dieu, c'était puissant, il le savait. Il dit, je vais aller. J'ai dit, si tu vas choisir au moins 100 familles qui sont dans le besoin. Tu fais des enveloppes, et puis tu mets de 20 à 50 000, tu mets dedans, dans 100 enveloppes. Tu peux aller dans une mosquée, 50 dans une mosquée, 50 dans une église, puisque tu es chrétien, donc, ou tu vas dans un quartier, et puis tu donnes à ceux qui sont dans le besoin. Après, tu vas me rendre compte de ce que tu as fait. Il a fait, il est revenu, à peine il est revenu, il y a eu un appel d'offres, il a répondu à l'appel d'offres, et puis il a obtenu le poste. Attention, il était payé à des millions, hein. C'était mieux que ce que les États-Unis lui donnaient. Alors qu'il était très bien payé aux États-Unis. Tout le monde le connaissait, il vivait bien. Il allait avec toute sa famille. Le travail était tellement bien, les enfants avaient leur voiture avec un chauffeur. Sa femme avait sa voiture personnelle avec un chauffeur. Lui-même, il avait sa voiture de fonction avec un chauffeur. Et il habitait juste à côté de Laurent Gbagbo. Sa résidence, juste à côté de Gbagbo. Quand l'armée française larguait les bombes sur la résidence présidentielle, ils étaient dedans. Ils ont fait une frappe, et c'est la frappe, elle était tellement violente que sa femme a fait une crise cardiaque tout de suite. Elle est tombée. Ils appellent le SAMU, en Côte d'Ivoire c'est le SAMU, ils appellent le SAMU. Le SAMU dit on peut pas venir, il y a un bombardement, la zone est sous tension, la zone est sous bombe, on peut pas venir. Et ils ont dit à son mari comment il faut faire. Il a lutté pour maintenir sa femme en vie. Ils avaient des jumeaux. Les enfants regardaient la vie quitter leur maman pendant que son papa se débattait pour la maintenir en vie. Vous n'avez pas une idée de ce que nous avons traversé. Je vous en prie, ne venez pas me raconter des conneries ici. Il est mort. Et Safoula, elle est morte. Il n'a pas réussi, elle est morte. Devant ses enfants, entre les mains de son mari qui n'a pas réussi à la sauver. Cette bombe-là venait d'où? De l'armée française. Nous n'étions pas sur le terrain, mais nous avons vécu des chocs psychologiques, des chocs émotionnels. Donc quand l'idiot parle, il croit que tout ce qui lui arrive, c'est par rapport au financement. Il ne connaît pas encore comment Dieu travaille. Ça, ce n'est que le début, Nicolas. Tu n'as rien vu encore. C'est pourquoi, qui a scellé le mariage de Ouattara? C'est lui. L'ami de Ouattara, c'est qui? C'est lui. Et c'est lui qui était au pouvoir quand Ouattara a pris la Côte d'Ivoire de force par rapport à l'OTAN. Qui a demandé à Barack Obama? Qui a demandé le soutien de Barack et des Britanniques? C'était lui. Qui a menti aux Chinois et aux Russes? C'est lui. Pour avoir leur accord, parce que si un d'eux disait non, ça n'allait pas passer. C'est eux qui ont bombardé la résidence présidentielle. Il a dit, je vais vitrifier Gbagbo. Il a fait ce qu'il pouvait. Lui, il amène Gbagbo à la CPI avec son criminel Ouattara. Gbagbo revient acquitté. Et lui, c'est sa propre justice qui l'amène en prison. Maintenant, il crie
à la trahison, à l'humiliation. Ce que tu as fait de Laurent Gbagbo, comment tu appelles ça? Le président du tribunal a dit il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison, et alors même qu'on connaît mon adresse, qu'on peut me reconnaître dans la rue, que j'ai assumé toutes mes responsabilités, le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Je demande aux Français. C'est là que l'émotion rentre en jeu. C'est là, quand vous regardez son visage, vous avez l'impression qu'il est en train de pleurer. On dit, on te reproche rien de tout ça, mais tu vas aller en prison. Tu dis, tu as vitrifié Gbagbo Laurent, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de te vitrifier ici. Tu vas vitrifier le président ivoirien. C'est Dieu même qui est en train de te vitrifier ici. Tu ne t'attaques pas à celui que Dieu a établi, dit l'Éternel. Gbagbo avait été établi par Dieu. Ouattara, établi par le diable. Ce qu'elle était. Quel était. Si Gbagbo avait été établi par le diable, jamais il n'allait être acquitté. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas Dieu qui a établi Ouattara. Toute autorité vient de Dieu, c'est vrai. Mais le même Dieu permet aussi à Satan d'établir ça. Et Ouattara a été établi par Satan. Sinon, pourquoi il tue tant autour de lui? Photocopie tue, il tue, et Ouattara sait qu'il tue. Pourquoi ils empoisonnent? Vous n'avez qu'à regarder, j'ai bien apprécié mon jeune frère Gbagbo Koné. Il a fait une très belle analyse sur Patrick Achi qui allait représenter la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. 80e session des Nations Unies. Patrick Achi, on a un premier ministre, non? On a un vice-président. Regardez comment Ouattara se fout de l'État de Côte d'Ivoire. Comment Ouattara humilie l'État de Côte d'Ivoire. Quand un président ne peut pas se déplacer, généralement, c'est le premier ministre qui va à la place du président. Mais la Côte d'Ivoire a les trois. Président, vice-président, premier ministre. Aucun de tous ceux-là, mais Patrice Achi, un simple conseiller à la présidence, même s'il fut premier ministre. Voilà ce que Ouattara fait de la fonction présidentielle. Voilà comment Ouattara bafoue la dignité des institutions ivoiriennes. Voilà comment Ouattara s'amuse avec la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fini. On va écouter ça. Qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. Oh. La haine n'a donc décidément aucune limite. La haine n'a aucune limite, idiot. Qui tu as installé en Côte d'Ivoire, un homme rempli de haine. Sa haine avec le PDCRDA, Alassane Ouattara. Sa haine avec tous ceux qui disent la vérité, Assalé Tiomoko, on connaît. Toby Iri, ce sont des victimes. Tidjan Tiam, pour avoir dit non. Tu parles de haine aujourd'hui. Celui que tu as installé par les bombes en Côte d'Ivoire. Sa haine est en train de tuer ce pays. Sa méchanceté est en train de tuer ce pays. La haine de Ouattara envers Oufoué, le PDCI, Gbagbo Laurent et autres. Alors il choisit, comme Gbagbo a divorcé. Si Gbagbo n'avait pas divorcé de Simone Gbagbo, jamais la candidature de Simone Gbagbo ne serait retenue. Est-ce que Simone Gbagbo a pensé à ça? Si Gbagbo n'avait pas divorcé, au nom de Dieu, la candidature de Simone ne serait jamais acceptée. D'ailleurs, elle ne poserait pas de candidature puisque Gbagbo serait son candidat. Ouattara sait comment mélanger les gens. Ouattara sait comment... Mais c'est pas ce qu'il a fait avec les amis de Soro. Tous les amis de Soro, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont tous tourné leur veste contre Soro. Et il veut utiliser ces élections-là
pour encore enfoncer le clou entre Simon Gbagbo et son ancien mari, Gbagbo Laurent. Ça, c'est la marque d'Alassane Ouattara. Et lui, il nous parle de la haine n'a pas de limite. Ça, c'est bien parlé. En Côte d'Ivoire, nous savons que la haine n'a aucune limite. Nous n'avons qu'à regarder l'arrestation du jeune Ziggy. Comment son fils ou son frère, ténébrement, a voulu violer le vice-président. Qui aujourd'hui, on ne peut même pas le voir. Il oblige le monsieur à rentrer, sachant bien qu'il est gravement malade et qu'il a été empoisonné par son fils, ténébrement. Jusqu'où va la haine de Ouattara contre la Côte d'Ivoire? Et lui, il nous parle de haine. Tu n'as pas encore vu. Tu ne fais que payer les crimes que tu as commis en Côte d'Ivoire. Responsabilité. Je déférerai aux convocations de justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'écuse pas. Je vais dormir en prison la tête haute. Gbagbo Laurent a passé presque 10 ans en prison pour des faits qu'il n'a pas commis. À cause de qui? À cause de toi et ton voleur que tu as mis à la tête de la Côte d'Ivoire au moyen des armes. Ça fait mal d'aller en prison. Ça fait mal de vivre l'injustice. Est-ce que le RHDP comprend ce qui est en jeu? Il ne peut pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Leur médiocrité, leur bêtise et leur haine ne leur permettra même pas de comprendre ce qui est en jeu. Et moi, j'adore, mon Dieu, quand je vois les gens contester. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. RHDP, détestez le messager au lieu de lire entre les lignes du message. Le jour viendra où vous serez surpris. Je n'ai rien fait, dit Nicolas Sarkozy. Jusqu'où va la haine? La haine n'a aucune limite. Je n'ai rien fait. Je dormirai en prison la tête haute. Gbagbo a dormi pendant près de 10 ans en prison. Tous les jours, il se réveille. Gbagbo a fait. Et tu dis, je vais dormir en prison? Il n'y a mon fali, tu vas dormir en prison. Vous allez tous les deux, toi et le criminel que tu as mis en Côte d'Ivoire, vous allez goûter tous les deux aux délices de la prison. Ce que vous avez fait à Gbagbo, vous allez le payer. Ça n'a pas encore commencé pour toi. Tu dis, c'est une injustice. Gbagbo Laurent condamné, il n'est même pas présent. Au moins, toi, tu aurais pu lui dire, hey, c'est vrai qu'on t'a mis là, mais au moins, respecte le droit. Ne fais pas ça à Alassane. Ça ne présente pas joli. Quel conseil tu as donné à Ouattara? Parce que c'est le même Ouattara qui est en communication avec toi. Quand Macron refuse de le voir là, c'est à toi qu'il verse des millions pour que Macron puisse le recevoir. Mais, Sarkozy, tu oublies vite, hein? Quand Ouattara veut voir Macron, et puis Macron tourne autour du pot, qui Ouattara appelle? C'est pas toi? Est-ce que tu as dit à Ouattara, attention, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Tu n'as jamais interpellé Ouattara et tu as laissé Ouattara faire cette bêtise en Côte d'Ivoire. Et tu l'as même soutenu pour le 3e mandat, car c'est toi qui as appuyé Ouattara auprès de Macron pour le 3e mandat. Mais le 4e mandat, tu n'auras pas le temps de mettre ta bouche dedans. Ça c'est, puisque c'est toi qui permettra à Ouattara de communiquer avec Macron. Maintenant que tu es dans plein mouillé là, Ouattara va trouver un autre moyen pour voir si Macron va le voir. C'est pas injustice. Dieu rend son coup. Dieu frappera. Et Dieu a commencé à frapper. L'humiliation, Sarko, pardon. Tu es responsable. Tu es responsable. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Rien. Qu'est-ce que Sora a fait? Rien. Qu'est-ce que Tidjane Cham a fait? Rien. Qu'est-ce qu'Assali a fait? Rien.
Qu'est-ce que Tobiri a fait? Rien. Et vous voyez tout ça? Vous n'avez rien dit. Qui est vitrifié aujourd'hui? C'est toi. Qui est humilié aujourd'hui? C'est toi. Ouattara sera humilié. Ouattara sera dans pain. Ouattara sera chassé du pouvoir. Ça ne fait que commencer. Dieu commence d'abord par s'attaquer à la source, à l'origine de celui qui l'a mis au pouvoir. Qui a mis Ouattara au pouvoir? C'est Sarkozy et les anges du diable. C'est pas Dieu. Celui qui t'a mis au pouvoir, la Ouattara, c'est lui qui vient d'être condamné. Donc pose-toi la question, est-ce que Dieu va t'épargner, Ouattara? Dieu va pas t'épargner, Ouattara. Tu seras frappé. Tu vas fuir le pouvoir. Ils vont te chicoter. Tu vas fuir le pouvoir. Sarko, pitié pour toi. C'est toi qui voulais vitrifier Gbagbo. C'est ce que je n'ai pas fait. Naturellement, je fais appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Oh! Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est ce que je voulais entendre. Ceux qui me haïssent croient m'avoir humilié. Mais ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Toi, tu voudrais humilier la Côte d'Ivoire. Toi, tu voudrais humilier Gbagbo Laurent. Tu voulais vitrifier Gbagbo Laurent. Tu l'as fait arrêter. Tu l'as fait méloter. Tu l'as envoyé à la CPI. Tu as travaillé. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la France, a travaillé d'arrache-pied avec le procureur de la CPI. Lui, ensuite Fatou Bensouda, pour que Gbagbo soit transféré à la CPI. Pendant sa détention, Nicolas, tu as travaillé d'arrache-pied pour qu'il soit transféré. On t'a vu content, rayonnant, dansant à la fondation Félix Houphouët-Boigny, chargé de la paix, c'est ça, à Yamoussoukro. D'ailleurs, c'est la seule chose de sa vie de merde qu'il a faite, Ouattara. On t'a vu à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Tu es allé à l'inauguration ou investiture, appelez ça comme vous voulez, de Ouattara. Tu étais là-bas, Sarkozy. Tu as oublié. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas oublié. Tu as oublié. Dieu, il est lent. Vous commencez à comprendre quand Keïta vous dit, Dieu, il agit en fonction de son temps. Dieu prend son temps. Nous annonçons les événements. Dieu agit conformément à son temps. Nous annonçons les choses. Dieu agit conformément à sa volonté. Le temps est un autre nom de Dieu. Sarkozy, tu n'as rien vu encore. Ce n'est que le début du commencement. Tu as voulu humilier celui qui a été établi par Dieu. Dieu t'a laissé faire, toi et ton criminel qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et il est rentré, la tête haute. Toi, tu vas dormir la tête haute en prison. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, libre, la tête haute. Pendant que toi, tu prétends que tu vas rentrer la tête haute en prison et dormir en paix. Gbagbo dort aujourd'hui dans son gros lit, 5 pièces, avec notre jolie, sa femme à côté de lui. Il dort jusqu'à il ronfle. Toi, tu seras sur un petit lit. Carla sera pas à côté de toi. Carla, elle sera loin à côté de toi. Tes enfants seront, tu vas dormir seul sur un petit lit. Tu as oublié ce jour-là, quand tu larguais les bombes en Côte d'Ivoire. Tu as tué des soldats parce que vous dites, ils travaillent pour Gbagbo alors qu'ils étaient au service de la République. Vous avez bombardé le camp d'Akouedo, le camp de la gendarmerie. Tout ce que je peux appeler quand c'était pas trop développé comme, chez nous ici c'est beaucoup développé aujourd'hui que par le passé, mais tu as bombardé partout, selon vous, il y a des armes lourdes. Donc vous avez
C'était pas en réalité des armes lourdes que vous voulez neutraliser, puisque c'est le mandat contraignant de l'ONU qui donnait la force à l'OTAN d'intervenir contre les armes lourdes. Mais logiquement, vous aurez dû attendre ces armes lourdes dans la rue pour protéger la population. C'était ça le mandat de l'ONU. Mais quand vous allez bombarder une résidence présidentielle, quelle arme lourde était là-bas? Le président était protégé. Vous avez tué le porte-parole. C'est un tireur d'élite de l'armée française qui l'a tué à partir de la résidence de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Le monsieur qui rendait compte aux Ivoiriens tous les jours de l'évolution de la situation. Quand il venait rendre compte au président Gbagbo de la situation sur le terrain, votre tireur d'élite l'a pris à la nuque une balle. Et la balle, c'est la balle de l'armée française, pas la balle des rebelles de Ouattara. Vous avez oublié ça. Si je pouvais payer des prisonniers, là, Sarko, pour te faire ce que tu connais là, j'allais les payer. Pour que tu comprennes la douleur que le peuple ivoirien a vécue. Vous avez tué des militaires qui étaient juste assis au camp, qui ne faisaient rien. Vous avez largué des bombes au motif que vous voulez neutraliser des armes lourdes. Vous avez tué des Ivoiriens qui étaient à leur poste de travail, alors qu'ils n'étaient même pas en mouvement. Ils n'étaient même pas dans les blindés. Mais vous aurez pu faire la même chose que vous avez faite en 2002, en déployant des forces d'intervention. Vous aurez pu vous déployer pour empêcher l'armée de Côte d'Ivoire de faire sortir ces armes lourdes, comme vous le dites. Mais vous avez détruit tous les avions, les hélicoptères qui étaient là, qui n'étaient pas des armes que Gbagbo avait achetées, même si Gbagbo avait acheté certains, mais d'autres étaient là depuis le temps de Squad de Fou, de Béti. Aujourd'hui, tu te plains, aujourd'hui, tu pleures. Vraiment, je sais pas, je vais remercier Dieu parce qu'en fait, c'était pas ça notre direct, je vais être honnête avec vous. Le direct, c'était sur la sortie de l'AES, de la CPI, d'accord? Et puis, vraiment ce que nous avons vu, parce que beaucoup ont apprécié, ont souhaité vraiment que j'en parle en profondeur, mais comme j'ai pas d'informations de la part de la DIRPA sur les avions et les blindés qu'on a vu défiler, donc j'ai juste présenté le Sou-24 et puis l'hélico de chasse, l'hélico de combat, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire sera libérée parce que, soyons honnêtes, peut-être que beaucoup n'ont pas une idée de ce qui est en train de se passer en ce moment au Mali. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer au niveau des forces armées, au niveau de l'AES. C'est fondamental, c'est important parce que cette prise de conscience-là aujourd'hui est telle que Ouattara ne pourra pas. Bon, il a décidé lui-même de se donner, je crois, 92 ou 94% au premier tour, avec 73% de taux de participation. Chris Yapi, allez-y, il a donné les infos là-bas. C'est ce que j'attendais de lui depuis longtemps, voilà pourquoi je l'ai interpellé. D'accord? Donc à ce niveau-là, on ne peut pas se plaindre, hein? On ne peut que dire merci infiniment à Chris Yapi. Alors, quand vous regardez ça, regardez vous-même, Chris Yapi n'a pas menti. Pendant que les gens jubilent que l'ONU est arrivé en Côte d'Ivoire à 2 reprises, je vous ai dit, le secrétaire général des Nations Unies n'a aucun moyen contraignant. Il n'a aucune force. Le secrétaire général, il n'est qu'une personnalité figurative. Il a des représentants par-ci, des représentants par... La seule fois où le représentant des Nations Unies a eu, comme on appelle ça, une mission contraignante, c'est avec la Côte d'Ivoire. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité. C'est le monsieur qui a certifié les élections en Côte d'Ivoire en lieu et place des institutions. Et c'est lui qui a fait le rapport avec le soutien de la France, des États-Unis, de l'Angleterre. N'oubliez pas que
ces pays-là ont leur ambassade ici. Donc, la CIA, avec le rapport du représentant spécial du secrétaire général, la DGSE, je vous ai dit la dernière fois, la DGSE siège au sein du Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire. Croyez, ne croyez pas, franchement, Keïta, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, et c'est quand Barack, quand autant pour moi à l'époque, c'était Hillary Clinton. Quand Hillary Clinton a demandé qu'elle soit briefée, avant qu'elle ne remonte l'information à la présidence, puisqu'elle était la première ministre en sa qualité de secrétaire d'État. Et quand Hillary Clinton a reçu l'info, évidemment, au niveau du président, il y a un petit comité aussi restreint où la NSA, le FBI, la CIA font des rapports quotidiens. Donc, c'est en fonction de ces rapports-là. La NSA était en Côte d'Ivoire. On ne le savait pas. La CIA était là. Ils ont fait leur rapport dans l'intention d'appuyer ce que la France demandait, ce qui a facilité les choses et ce qui a été présenté à la délégation russe et chinoise, qui, quand ils ont fait remonter l'information, ils n'ont pas trop cherché à comprendre. À l'époque, n'oubliez pas que Poutine voulait avoir des relations avec l'Occident. Faut pas l'oublier. Poutine n'avait pas encore même frappé l'Ukraine, puisque l'Ukraine c'était en 2014. Mais nous vous parlons de 2010, donc ça c'est, je peux dire, 4 ans en arrière. Donc la Russie voulait cette relation avec le monde occidental. Donc Poutine a fermé les yeux sur un certain nombre de choses, y compris l'intervention de l'OTAN en Côte d'Ivoire. C'est après la mort de Kadhafi et l'arrestation de Gbagbo que la Chine et la Russie ont décidé de ne plus jamais commettre les erreurs. C'est fini. Alors, pour couper court, donc, il décide d'intervenir. Hillary Clinton, elle aussi, elle ment à Barack Obama. On envoie l'OTAN sur 2 fronts, en Libye et en Côte d'Ivoire. Le sort qui est arrivé à Kadhafi, en fait, c'est le sort que les gens voulaient pour Gbagbo Laurent. Dieu merci, il n'a pas fui. Il n'a pas fui. Il est resté. Et à défaut, puisque ils avaient, si, selon eux, ils avaient pris contrôle pratiquement de tous les camps militaires. Mais Ouattara pouvait faire respecter l'institution républicaine, c'est-à-dire la résidence présidentielle, qui n'était pas la résidence privée de Gbagbo, transformée en résidence présidentielle comme avec lui. Lui, c'est sa résidence privée qu'il a transformée pendant 15 ans. Il n'a jamais voulu dormir dans une résidence présidentielle. Pendant 15 ans, il a transformé sa propre maison. La résidence qu'il a achetée en sa qualité de Premier ministre, en 90, c'est la même résidence qu'il a transformée, qu'il a changée pour en faire sa résidence présidentielle. Donc, on aurait pu imposer un blocus comme le Niger l'a fait avec l'ambassade du Niger. Ils ont bloqué, l'eau ne rentre, personne ne sort, pas d'approvisionnement. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils ont épuisé ce qu'ils avaient comme réserve, ils ont dit à Macron, on ne peut plus tenir, on va sortir parce qu'il n'y a plus rien à manger et nous sommes assiégés. Rien ne rentre, rien ne sort. On pouvait faire ça avec Gbagbo Laurent et puis l'arrêter sans pour autant détruire l'institution, sa maison. Sans pour autant frapper Simone à tel point de vouloir l'humilier. C'est la raison pour laquelle je vous dis que Dieu n'a jamais installé Ouattara au pouvoir. Donc, le petit idiot d'Apoutou a son visage de 2 couleurs. Il n'a qu'à bien lire ce qu'il lit comme parole de Dieu. Il n'a qu'à bien demander. Si Ouattara avait été établi par Dieu, Ouattara allait respecter Gbagbo Laurent comme étant aussi établi par Dieu. Et agir avec pudeur, respect, humilité et considération. Ce n'est pas ce qui a été fait. Pour savoir ce qui vient de Dieu, vous n'avez qu'à regarder la manifestation de la chose tout de suite.
votre esprit vous parle, vous dites, ça, c'est pas Dieu, ça, c'est Dieu. C'est très simple. Si ça vient de Dieu, là, ça ne se trompe pas, ça ne se cache pas. Vous voyez ça tout de suite. Est-ce que ce qu'on a vu Ouattara faire en Côte d'Ivoire, on peut se dire, le pouvoir de Ouattara, c'est un pouvoir qui vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, ce qu'il a fait, est-ce qu'il aurait dû faire ça? Ça, c'est des questions que tout le monde peut se poser. C'est des questions que tout le monde peut se poser. Parce que pour savoir que ça vient de Dieu, c'est pourquoi, même, attends, c'est Dieu qui bénit tout le monde, c'est pas ce qu'on dit. Mais pourquoi les gens vont sacrifier des gens pour avoir l'argent? Combien de fois les Ouattara ont sacrifié des albinos, des jeunes filles pour avoir l'argent, pour se maintenir au pouvoir? Combien de fois ils ont fait ça? Vous croyez que les sacrifices humains n'existent pas? Non, c'est Dieu qui a demandé à ses enfants de sacrifier des humains? Non. Il y a tellement de choses qui doivent vous enseigner pour vous dire qu'il faut faire beaucoup attention quand on parle de certaines choses. Ouattara, rien de Ouattara vient de Dieu. Rien de Ouattara vient de Dieu. L'un de ces sacrificateurs, celui qui va chercher les gens pour les faire sacrifier, là, connaît Zacharia, il est où? Tout le monde. Attendez, on sait, Zacharia, l'analphabète, il aime faire ce qu'on appelle il aime se présenter. Il aime faire les show-off. Il aime quand il voit les gens, il est là, il aime montrer, il vient comme ça pour dire qu'il est colonel. Un dozo colonel. Mais, attendez. Le défilé militaire à Bouaké, là, vous l'avez vu dedans. Par exemple, Bouaké, c'était leur zone. Vous avez vu Koné Zakaria? Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu Koné Zakaria? S'il y a quelqu'un à Bouaké, parce qu'en général aussi, tellement les news au cours, quelqu'un aurait pu prendre photo avec Zakaria et puis poster sur les réseaux. Mais personne n'a fait ça. Ça fait combien de temps on fait des défilés, on voit plus Zakaria? Donc, l'arrestation de Zakaria au Mali, certainement, il n'y a pas de vérité dedans. Puisque nous, les conditions dans lesquelles il a été arrêté, nous, on n'a pas parlé dedans. Mais il y a un autre élément sur lequel je ne sais pas si on a fait l'intervention. Cela, je vais juste clore avec ce chapitre. Quand vous regardez la décision de nos présidents ces temps-ci au sein de l'AES, et en même temps, posons-nous la question, pourquoi nos présidents, c'est maintenant qu'on a choisi? Il y a quelqu'un qui croit qu'il est intelligent, il va me parler ici. Souvent donne-moi une seconde, tu vois, comment il s'appelle, hein? Orla Bishop, c'est ça? Bishop. Bon, quand je vois Bishop, en général, je me dis que c'est des gens qui ont, peut-être c'est un titre, hein? Peut-être que Bishop, tout le monde sait ce que c'est, surtout pour nous qui avons fait l'extérieur aux États-Unis. Mais je vais être simple. Tu connais la maison d'Alassane Ouattara? Un, tu connais même pas la maison d'Alassane Ouattara. Deux, personne ne t'a dit que la résidence de Gbagbo Laurent, c'est ceci, c'est cela. J'ai dit la résidence dans laquelle vivait Gbagbo Laurent, c'était la résidence présidentielle. Et tout le monde sait que Gbagbo Laurent, dès son retour, tu dis on lui a donné. Qui lui a donné quoi? Qui lui a donné quoi? On lui a donné. Bon, peut-être que tu es bishop, mais j'espère que c'est juste un titre comme ça. Parce que si tu es bishop et puis tu dois parler devant les gens, vraiment je plains les gens qui vont t'écouter. Parce qu'ils vont s'abreuver de bêtises, pour être honnête. Que dit la Constitution pour les anciens présidents? Tu peux pas, tu n'es pas à la hauteur, tu es bishop, mais tu es trop petit. Même archbishop, là, il est trop petit pour Keïta, je le dis. Ce qui est ici, là, tu n'as aucune idée. Faut pas venir provoquer le dinosaure quand il dort. Donc, pose des questions, je vais te répondre. Mais tu ne peux rien m'apporter comme information parce que ce que tu dis est faux. Un ancien président, il a droit à quoi?
un ancien président, il a droit à des avantages que l'État a l'obligation de mettre à sa disposition. Point barre. Gbagbo Laurent est un ancien président. On ne lui a rien donné. S'il est dans une résidence que l'État de Côte d'Ivoire lui a donné, on ne lui donne pas. On met différentes résidences à son choix. Et c'est lui qui choisit la résidence dans laquelle il veut vivre. Il peut ne pas être sur place comme il était en prison, et puis décider que quelqu'un le représente et puis choisir la maison dans laquelle il va résider. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a l'obligation à vie. Son courant sera payé à vie, son eau sera payée à vie, son chauffeur est payé à vie, il a une voiture donnée par l'État de Côte d'Ivoire à vie, elle est gâtée, on la change, ou on la renouvelle à partir d'un certain nombre de kilométrages. Ça, c'est ce que la Constitution reconnaît pour Gbagbo Laurent à sa qualité de président. Donc, on ne lui a rien donné. Si tu me dis, ils ont donné résidence à Simone Gbagbo, d'accord. Ils ont donné voiture à Simone Gbagbo, d'accord. Même en sa qualité de première dame, il y a des avantages qu'on lui donne. Puisque Ouattara lui-même, en sa qualité d'ancien premier ministre, Gbagbo le payait par l'argent du contribuable ivoirien, le trésor le payait et le trésor payait sa femme. Donc, on n'a rien donné à Gbagbo. C'est ce qu'il mérite en sa qualité d'ancien président. Ça, c'est tout. La maison que Ouattara a achetée, c'est la même maison qu'il occupe à ce jour. Il n'a rien changé. On va bien t'informer et puis ils vont te dire. Est-ce que tu as une idée de cette maison? C'est les Boni, là. C'est la maison des Boni. Il a acheté la maison à 300 millions en 90, je crois. La Côte d'Ivoire a crié comme il peut acheter une maison à 300 millions. Il dit qu'il mérite d'être dans une maison d'un milliard en sa qualité de premier ministre, c'est ce qu'il a dit. Et c'est la maison qu'il a modifiée, il continue de modifier. C'est pas n'importe quel résident que tu vas acheter à 300 millions comme ça. Si tu ne pas de 1990, la même maison aujourd'hui peut faire pratiquement peut-être 2 ou 3 milliards. Mais je ne suis pas de ça aujourd'hui. Il a changé. Je ne sais pas de quoi tu nous parles, parce que cette maison-là, Ouattara ne l'a quittée là pour rien, à cause de sa proximité avec des résidences d'ambassadeurs. Tu veux qu'il laisse ça pour aller où? Tu veux qu'il laisse cette maison pour aller où? Combien de fois vous avez entendu Johnny dire que si c'est pas Congo, vous voulez pas, il a une maison qui est à côté de Ouattara, à côté de l'ambassadeur de France, il voulait pas quitter, Ouattara voulait acheter, même à mettre, est-ce que tu as une idée dans la zone Ouattara est? Tu crois que c'est un idiot pour aller habiter dans une autre maison? Quelle maison? Si une maison Ouattara devait habiter, c'est à la Corniche. La maison officielle d'Oufoué, que Oufoué a donnée à chose. La maison d'Oufoué vous connaissez la maison d'Oufoué là, non? À la Corniche là. Qu'il avait donné à Bédier. Bédier a fait 2-3 nuits là-bas seulement, il n'est plus resté là-bas. Ça, c'était une des résidences officielles. Et c'est cette résidence d'ailleurs même que Gbagbo avait proposé à Sorobium en tant que Premier ministre. Il a dit la rénovation seulement de cette maison coûtait des dizaines de milliards de francs CFA, il a refusé. Puisque à la date d'aujourd'hui, cette maison, elle est laissée comme ça. Elle n'est pas rénovée, elle est laissée. Donc c'est des choses, il faut faire. Alors, donc, quand vous avez une maison à côté de l'ambassadeur des États-Unis, vous allez laisser cette maison-là pour aller vivre à Bramako-Té où on peut vous cogner. Vous allez laisser une maison que vous avez à côté de l'ambassadeur de Chine, de la Russie, de la France, et puis aller dans un quartier où on peut vous atteindre facilement. Tu as vu ça où? Pourquoi Ouattara n'a jamais voulu quitter cette maison? Tu t'es jamais posé cette question? Parce que l'armée française peut déployer un dispositif pour dire nous protégeons la résidence de l'ambassadeur de France. Ton intelligence t'a pas parlé? Ouattara peut avoir des multitudes de maisons. Ça, je n'en disconviens pas. Mais il y a des maisons, quand tu es là-bas, mon ami, tu préfères mourir là-bas que de quitter là-bas, à cause de la sécurité. Et pourquoi eux tous ont cherché à habiter à côté de la résidence de l'ambassadeur de France? Tu crois que Ouattara est le seul à avoir sa résidence là-bas? Tous les ministres là ont réussi à acheter des maisons dans les périphéries pour rester dans cette zone-là. Parce qu'en cas de cas, il y a plein d'ambassadeurs qui vivent dans le secteur. En cas de cas, tout le secteur est fermé. Toutes les familles qui sont là-bas seront protégées.
Donc, il y a des résidences, là, mon ami, les gens quittent pas. Même si c'est petit, comment, là, ils quittent pas. Sinon, qui ne voulait pas vivre? Moi, j'ai toujours regardé la résidence du Fouet, là, vers la Corniche, là, chaque fois que j'allais là-bas. J'ai dit, mais quelle belle maison, c'était tellement bien construit. Vous regardez, vous descendez juste, il y avait l'étang d'eau, là, je sais pas si c'était une suite de la lagune. Vous avez un petit, bateau, là. Vous prenez, vous êtes, l'autre côté, là, au Félicia. Hein. La résidence du Fouet, là, à la Corniche, ça fait juste face. Il y a l'eau qui les sépare au Félicia. L'autre côté du Félicia qui était sur la façade extérieure du plateau, vous prenez ça, vous rentrez la pyramide. Parce que quand vous rentrez par le Félicia, là, en venant par les sapeurs-pompiers, vous montez directement la pyramide au plateau, et puis les différents immeubles qui sont là-bas. C'est des endroits que nous connaissons quand même. On a couru un peu avant. On connaît. Dans notre jeunesse, quand même, on a fait beaucoup de folies. On va pas rater dans tous les détails ici, hein. On a fait des folies, on avait la voiture de papa, on allait tourner un peu partout. Hein? Et quand il y avait quelle boîte au plateau, on n'est pas parti. À Cocody, on n'est pas parti. À Makori, à Trashville, Port-Louis, on allait Trashville, on allait partout. Donc, Ouattara n'est pas assez fou pour aller acheter un château où il sait qu'il devient une cible facile. Parce que c'est dit que le temps que les forces armées peuvent sécuriser sa maison, tout de suite, l'ambassadeur de France peut sécuriser sa maison à travers un dispositif. Il n'est pas bête. Il le fait à décès. Donc, quitter là-bas, c'est un risque qu'il ne va pas prendre. Alors donc, j'aurais voulu bien parler de la CPI, nous qui avons claqué la porte. Alors, je vous laisse quand même, comme on dit, l'eau à la bouche. Pourquoi nous avons décidé de sortir de la CPI à ce moment précis? On regarde la sortie, c'est pas seulement la sortie que moi je regarde, mais la sortie annonce des événements encore plus importants pour l'AES. Ce n'est pas tout. Donc, si on est sorti de la CPI, question, est-ce que nous ne pourrons pas sortir du franc CFA? Parce que cette question-là taraude beaucoup d'esprit. Et c'est à cause de ça que Macron fait tout. Même quand nous on prend des décisions, les gens font semblant de ne pas parler. Je vous ai dit que l'arrestation des 6 gendarmes, que l'État de Côte d'Ivoire veut gérer ça avec la plus grande prudence. Mais vous s'est trouvé que le bâtard de Makosso, vous l'avez entendu, mais je suis sûr qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Parce qu'il ne peut pas faire ça et puis être en Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement lui-même prend des précautions pour ne pas frustrer l'État du Burkina, lui, il insulte Ibrahim. Question. Est-ce que Makosso travaille contre l'État de Côte d'Ivoire? Ce sera notre prochaine intervention. Est-ce que Makosso travaille contre l'État de Côte d'Ivoire? Les insultes du capitaine Ibrahim Traoré, alors que vous avez 6 Ivoiriens en détention au Burkina. Quand le gouvernement décide d'aller mollo-mollo, lui, il insulte, il vilipende. On va décortiquer, Inch'Allah. Hein? Comme je l'ai dit, jusqu'à après ce week-end, à partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va reprendre nos annonces sur les différents produits parce que les commandes sont énormes. Je vais d'abord vraiment éponger une grande partie de ces commandes-là avant de relancer, n'est-ce pas, la promotion de nouveau. D'accord? Portez-vous bien, on a le contact, Mikasa et Sokasa. Salam alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Merci infiniment à toutes et à tous. Hein? Passez une très bonne soirée. Merci à vous.